Bonsoir à tous. Quand le passé se fait présent, une autre émission, un autre rendez-vous avec Madame Marguerite Johnson de Trois-Rivières. Vous savez, quand j'étais petite, moi, on me répétait souvent, on n'est jamais seul avec un livre. Les livres sont nos meilleurs amis. Bref, il y avait toute une série de maximes sur les livres. Puis, je suis bien d'accord avec toutes ces sentences qu'on nous apprenait jadis. Parce que moi, les livres, ils m'ont procuré beaucoup de joie. Ils m'ont fait rêver, ils m'ont fait voyager, ils m'ont fait partager des expériences de vie, des cheminements spirituels aussi. Et puis, je suis certaine que notre invitée d'aujourd'hui ne va pas me contredire. Parce que pour elle, les livres ont eu un rôle vraiment prépondérant dans sa vie. Ils l'ont aidée d'abord à passer à travers l'inaction forcée causée par une longue maladie, alors qu'elle était en pleine jeunesse, dans la vingtaine, là où on a vraiment besoin de se dépenser. Quand on ne peut plus rien faire, elle a découvert la lecture. Elle s'est pris de passion pour les auteurs. Les livres ont même été jusqu'à orienter son choix de carrière, puisqu'un jour, elle fera des études en bibliothécomanie. Bibliothéconomie. En bibliothéconomie. Oui, c'est parfait. Alors, je suis heureuse, Marguerite, d'être avec vous pour cet entretien. On va parler de livres, bien sûr, mais on va parler de Marguerite Johnson en premier. Vous connaître un peu, vous avez la mémoire assez longue. Votre arrière-grand-père, vous en avez un souvenir très vif. Puis, vous venez d'outre-mer. Bref, toutes des choses qu'on aimerait connaître. Voici, j'ai pas connu mon arrière-grand-père, là, parce que il y aurait une trop grande différence d'âge. Mais j'en ai bien entendu parler par mon propre père, parce que lui-même avait eu des contacts assez fréquents avec lui. Même il a demeuré avec son grand-père à la mort de son propre père, qui est parti très jeune. Et c'est de la sorte qu'on avait l'occasion assez souvent de nous en parler. Mon arrière-grand-père était arrivé ici au pays. Il était célibataire dans le temps. Il était invité à venir construire une partie d'un chemin de fer qui ouvrait du côté de la Rive-Sud. Il venait d'Angleterre. Il arrivait d'Angleterre. On l'avait invité directement comme ingénieur. Et voici qu'il aurait ouvert le Grand Tronc qu'on appelait à cette époque, que maintenant c'est le Canadien national qui se trouve à Lavoie, entre Lévis et la Rivière-du-Loup. Et c'est là qu'il a rencontré une petite Canadienne qui a marié. Et puis c'est ainsi que la génération des Johnson s'est formée. Et pour nous. Qui s'est établie presque tout de suite à Trois-Rivières, je pense. Pas tout de suite. Voici, ils étaient plutôt de la région du Sud. Ils se sont envenus aux Trois-Rivières à peu près à l'époque où mon grand-père est décédé. Et c'est ainsi que son père est venu résider pour prendre la responsabilité avec sa bru, qui avait déjà 7 enfants. Alors, c'est ainsi là qu'ils ont vécu avec un vrai patriarche pour nous, selon les photos que nous avons. Et c'est dans cette éducation protestante qu'il avait, comme sa bru était catholique, les enfants avaient été baptisés dans la religion catholique, et lui-même respectait le tout avec beaucoup, beaucoup de dignité. C'est ce qu'on a toujours entendu dire. Et comme il était un fervent de sa religion, pour nous, la Bible s'est transmise à nous avec une grande aisance. La Bible se lisait chez nous avec une grande facilité parce qu'on l'avait à la maison. Se lisait et se commentait, et se vivait peut-être aussi. Quand mon père avait des réflexions à passer, à reprendre un enfant à la maison, c'était habituellement à base de principes évangéliques. Et c'était pas quelque chose de rigoureux. C'était tout simplement, il faut faire cela de la sorte, parce que... Alors, il y a des choses qui me sont restées. Entre autres, quand il était question à l'école, assez souvent, de la Sainte Enfance du temps, des dons qu'il fallait faire. Mon père était généreux, mais c'était toujours
que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Et ça, lentement, ça rentrait dans notre esprit. Et pour différentes choses. Il nous parlait des fois d'une dame des alentours qui était très, très fière. Elle avait un beau cheval d'équitation, puis ça ne pouvait pas faire autrement que de nous éblouir. Puis il disait, « Ah, ça fait trop Jézabel, elle va pourtant tomber de son cheval. » Alors, Et c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement que de questionner. Non, vous vouliez avoir l'explication. Oui, c'était des choses tout bonnement, sans rigidité, j'insiste sur ça. Il y avait le sens d'une grande liberté comme son grand-père l'avait certainement de la façon qu'il avait été élevé. Mais vous n'avez jamais perçu aucune opposition entre la doctrine catholique protestante? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon père était un excellent pratiquant, assidu lui-même. Ma mère, comme elle était une personne avec beaucoup de piété. Et quand on suggérait d'aller à la messe le matin, parfois à cause de la mentalité du temps et des religieuses qui nous entouraient, ma mère disait l'obéissance avant tout. Tu n'as pas suffisamment de santé pour faire ça. Puis non, c'était pas. C'était le bon Et elle se questionnait. Moi, j'étais la personne qui était portée beaucoup à aller à la messe tous les matins. Et c'est comme ça que j'avais ces recommandations-là, que parfois, il faisait trop froid ou on restait trop loin. Alors, une femme de bon sens. Ben oui. Alors, c'était quelque chose d'une grande liberté. À une époque où on aurait pu vous obliger, parce que... Moi, je n'ai pas entendu jamais mes parents obliger, puis question de... C'était une chose qui ne se prononçait pas. Question de péché, ça, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça à la maison. De quoi parlait-on à ce moment-là? Tout simplement, c'est préférable que tu fasses autre chose, avec une explication. C'est ce qui faisait que quand je suis arrivée à l'école, je demandais une explication. Si on avait un commandement, puis qu'on ne savait pas pourquoi, surtout quand je suis devenue pensionnaire, je passais pour une tête forte, parce que je voulais avoir pourquoi demandez-vous ça? Mais vous étiez habituée vous comme ça. Vous nous demandez de faire ça. Pourquoi ça? Oui. Si je ne savais pas le pourquoi de ça. Puis c'était très simple, parce que chez nous, on ne nous demandait pas quelque chose, un commandement, sans nous avoir expliqué le pourquoi de ça. Alors, il régnait une grande liberté dans la maison. C'était très psychologue comme éducation, je pense. Il a fallu que je sorte un petit peu de mon milieu pour me rendre compte qu'il y en avait d'autres, que ce n'était pas ici. Moi, je trouvais ça normal. Mais j'ai été réprimandée parfois à poser ces sortes de questions-là. Oui. Puis j'étais tout étonnée de ça. Qui n'était pas chose courante, l'obéissance aveugle. Non, ça, moi, j'ai connu pas. ça, moi, par exemple. C'est autrement rigide. Oui, non, ça, il n'y avait pas de rigidité. Et votre père a continué à travailler au chemin de fer. Oui, là, on doit appeler ça le Canadien Pacifique. Ses frères également. Ah, ça s'est transmis tous les frères garçons. Johnson, ça travaillait. J'ai un de mes frères également qui a travaillé, il a fait toute sa carrière. Au Canadien Pacifique. C'est une profession héréditaire, si C'était dans le temps, il faut dire que la compagnie était très florissante. Oui. Et on considérait le chemin de fer d'un travers à l'autre de notre pays, du Pacifique jusqu'à l'Atlantique, comme une merveille du monde. Parce qu'on changeait de fuseau horaire, là, nous autres, d'une province à l'autre. C'en était une à l'époque où les voitures à cheval mettaient tellement de temps. Ben oui. Alors, ça a été à cette époque-là que mon enfance, j'ai vécu mon enfance. Votre mère était originaire de Trois-Rivières? De Trois-Rivières, oui. Et elle s'appelait? Elle s'appelle Julie Lacroix. Combien d'enfants étiez-vous? Chez nous, nous étions 10. Vivants, mais il y a eu 7 filles à un moment donné, dont 2 sont mortes à l'âge de l'adolescence. Oui. Et après, il est arrivé un autre enfant. Nous sommes restés 8 enfants. Alors, dans notre maison que nous habitons encore, on a vécu 10 personnes dans cette maison. Là, c'est la maison de vos parents? Oui, c'est toujours la maison de mes parents, c'est ça? Aussi? Non, pas par exemple. Non, c'est mon père. Nous sommes arrivés là, peut-être... ça fait à peu près plus de 60 ans que nous sommes
peut-être 65 ans. Vous me faites penser à je ne sais plus quel poète, vivre, naître et mourir dans la même maison. Oui, Mais ben, on n'est présentement, c'est ça. Oui, présentement. C'est une chance, je pense, vous gardez tous vos souvenirs vivants. Oui, oui. Puis vous habitez là 4 sœurs ensemble, il faut Présentement, le nous sommes spécifier. 4 encore à la maison. Savez-vous que vous avez une grande chance, je pense. Ça doit être une vie Oui, agréable. oui, sûrement. Par le fait que c'est un genre de... On dit souvent que la famille et cette communauté, cette petite église domestique, je la vis encore. Ça doit en Oui, être une chez oui, vous. Parce oui. que tantôt, dans ma présentation, je voulais dire que vous étiez une femme d'une grande foi. Puis d'une foi éclairée et agissante. Mais je pense que vos sœurs sont... C'est un don. Oui. C'est un Oui. don que l'on reçoit si on a l'occasion, justement, de pouvoir le développer. J'ai eu cette chance-là Oui. avec mes parents. Alors, c'est comme ça qu'on a cheminé tous ensemble dans une foi très intense. Je m'en rends compte maintenant. Mais là, on parle du présent. Nous allons retourner un peu en arrière. Votre Oui. enfance avec tous vos frères, vos sœurs, votre enfance à Trois-Rivières. Quelques souvenirs, vos débuts d'école peut-être. Au début d'école, à la paroisse, il y avait déjà une école chez nous. Et comme je suis élevée voisin des religieuses filles de Jésus, à cette époque, il y avait énormément de Françaises. J'ai été éduquée par des religieuses françaises à Marie-Immaculée. Dans le temps, ça s'appelait l'école du boulevard Saint-Louis, Ah, du Coteau. Du C'est Coteau, plutôt oui. l'école du Coteau. C'était presque la fin de la Oui. ville, hein? Ben, oui, c'était la fin Oui. de la ville. On était très loin du centre à cette époque-là. Il y avait, moi, je me souviens qu'il y avait quantité d'avenues là, qui n'étaient pas ouvertes encore. Puis chez les religieuses, pas de problème. Là, vous aimez l'étude, je devine. C'était assez facile pour Oui. moi. Mais je peux vous dire une petite remarque, là, j'espère ne pas blesser mes anciens professeurs, mais j'ai eu des Françaises qui n'aimaient pas les Anglais. Et leur nom, ils avaient de la difficulté à prononcer mon nom. Oui. Et pour eux autres, là, c'était Chausson. Alors, les élèves m'appelaient Chausson. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est Oui, quelque chose de, Oui, ça blesse. de blessant quand Oui. on est enfant. Oui. Mais c'était juste en passant, Oui, là, oui. parce que j'ai toujours eu des excellents professeurs. Oui, on avait à s'adapter à une mentalité française. Oui, bien entendu. L'accent n'était pas le même. Vous-même, là, vous aviez un accent différent, les enfants Johnson? Non pas. Non, parce que vous parliez français non, chez oui, vous, oui. c'était vraiment le français. Mais il y avait la catégorie, Oui, j'imagine. bah oui. Mais c'était les religieuses françaises Oui. qui arrivaient dans notre milieu, Oui. puis qui avaient vraiment leur accent breton. C'était des Bretonnes. Ah oui. Alors, ça paraissait pour nous. Oui. Mais finalement, ça vous a imprégné d'une culture Oui, européenne. parce au qu'on a départ. eu cet avantage d'avoir des Françaises très cultivées qui nous ont appris à lire. En dehors de nos livres Oui, oui. classiques, obligatoires, parce qu'elles-mêmes avaient beaucoup de culture. Alors là, ce sont les filles de Jésus. Les filles de Jésus. Et puis la suite. Puis le secondaire, on devait changer d'école. Oui. Dans cette période-là, c'était seulement une école de primaire. Mais tout le monde n'allait pas au secondaire à cette époque. La majorité n'allait pas au Non. secondaire. D'après la quantité de classes que nous avions à l'élémentaire, on se rendait compte que rendu au secondaire, on était beaucoup moins nombreuses. Oui. Mais c'était une question d'argent, d'aisance, de famille peut-être. Il était fort probable parce que c'est au sortir de la crise. Oui. Et il y avait des Oui. gens qu'à un certain âge devaient retourner au travail, devaient commencer tout de suite pour aider, Pour les aider, enfants, oui, les plus jeunes. Mais Oui. vous favorisez, vous montez là, en secondaire. Oui, j'ai monté au secondaire, j'ai fait mon école normale. On n'avait pas tellement de choix de profession comme femme à cette époque. Il y avait comme infirmière, comme secrétaire ou comme enseignante. Comme religieuse. C'était à condition de rentrer dans une communauté qui enseignait, Oui. mais il y avait tout de même nos religieuses à Providence qui avaient beaucoup d'œuvres sociales. Et puis, même chez nos filles de Jésus, ils avaient une école d'infirmières. Ah oui. Oui, du côté de certaines maisons là, qu'elles ont au travers de la province, il y avait possibilité.
Et y avait-il une de ces carrières qui vous attirait spécialement? Moi, j'ai trouvé ça normal d'aller dans une école normale parce que j'aimais l'enseignement. Mais je n'ai jamais enseigné. Et c'est à la fin de mes études, dans l'année qui a suivi, j'ai commencé à être malade. Puis j'ai fait 5 ans. À la fin de vos secondaires, à la fin, pour à la avoir fin de le l'école diplôme, normale. oui. Oui, oui. Ce qui pouvait équivaloir à notre époque à peu près à une 13e année. Mais c'est 5e terrible, secondaire. en pleine jeunesse, là, puis Oui. vous devez tout arrêter, toute activité. Oui. Mais j'avais toujours un peu d'espérance. Mais cette maladie, là, est-ce que vous êtes arrivé dessus comme ça par surprise? Par surprise, parce que j'avais une excellente santé. Et voici que j'ai commencé à faire des pneumonies, des pleurésies. Alors, à cette époque-là, il y avait beaucoup de tuberculose. Et les médecins craignaient vraiment. Ils prenaient beaucoup plus de soins à cette période-là que peut-être que si ça se passait présentement. Alors, il faut dire qu'avant la guerre, c'est parce que c'est à l'époque de la guerre, la pénicilline et tous ces médicaments qui pouvaient, les antibiotiques, sont arrivés au moment de la guerre. Et si j'avais été malade de passer dans les années 50, oui, je n'aurais pas eu ce temps d'attente qui a été si long. Oui, ça s'est chiffré en années pour vous. 5 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait, là, la jeune fille? J'imagine que vous étiez pleine de fou, pleine d'ardeur. Je devais beaucoup me reposer. Oui. Entre-temps, j'ai eu du bon temps. Mais à un moment donné, à une saison venue, je devais reprendre le lit. Et c'était surtout en nous laissant reposer qu'on devait refaire nos forces. Mais tout dépendait d'un cœur qui était défectueux, puis à cette période-là, ça n'a pas été détecté. Ah, oui. donc ça compliquait les... Alors c'est comme ça que les poumons se trouvaient à mal fonctionner. Mais pour passer le temps, j'ai lu. Et j'ai lu énormément. La bibliothèque commençait à ouvrir aux Trois-Rivières. C'était une bibliothèque pédagogique qui a commencé avant tout. Mais ça n'a pas été long. Vous voulez dire pédagogique uniquement pour les professeurs? Écoles, pour les professeurs. Oui, c'était pour aider à la profession à l'enseignement de l'enseignement, pour continuer peut-être une certaine formation, parce que quand on enseigne, on a besoin d'être à jour. Oui, et la bibliothèque s'est ouverte de la sorte, mais ça n'a pas été long que les professeurs ont demandé d'avoir des volumes pour les enfants en ville, quelque chose de gratuit. Il y avait déjà des bibliothèques paroissiales. Il y avait une bibliothèque du côté de la cathédrale qui était maintenue par nos religieuses Marie réparatrices. Il y avait là une bibliothèque assez considérable sur la rue Hart. Je me souviens qu'on fréquentait également une bibliothèque qui était du côté de l'église Notre-Dame. Les pères franciscains en avaient organisé une et qui ouvraient leurs portes pour faciliter les choses. On allait là. Je trouve qu'on doit beaucoup à nos communautés. Je vous entends, là, entre autres choses. Oui. À cette époque, nos communautés donnaient énormément. Oui. Puis je pense que c'est un petit peu partout à l'intérieur de la province. Nos communautés ont énormément fait pour la culture. Pour la culture, exactement. Oui. Et là, c'était à cette époque le notaire Trudel qui faisait partie de la commission du conseil pédagogique du côté de l'instruction publique du temps, avec M. l'abbé Émile Cloutier, qui était docteur en sociologie. Et comme docteur en sociologie, il savait l'importance de la culture. Mais ça n'a pas été facile de faire comprendre ça à tout le monde. L'importance, la richesse d'un peuple qui est cultivé. Mais c'est évident que beaucoup de familles vivaient dans une aisance. Oui. Peut-être très faible. Peut-être. Et puis on ne voyait peut-être pas l'importance de se cultiver. Mais vous, là, je reviens à votre période de maladie. Vous lisez, là, vous dévorez. Je lisais énormément parce que j'avais déjà une de mes sœurs qui était dans l'enseignement. Et donc, elle apportait des volumes pour elle-même. Et c'est ainsi qu'elle m'en fournissait. Puis que lisiez-vous? J'ai lu énormément de choses sur l'éducation, parce que ça m'intéressait. J'espérais toujours retourner à l'enseignement. Toute question de psychologie, volume sur la psychologie, ça m'intéressait beaucoup, mais la religion m'intéressait beaucoup. J'étais en face de rien, là, moi.
Il me fallait un appui, Oui. quelque chose, puis la piété, je l'avais. J'insiste pour dire que c'est un don, la piété. Et j'étais attirée vers les choses religieuses. Donc, je cherchais, j'étais avide. À savoir. Oui, oui. Et même au point que, après avoir fait mon cours en bibliothéconomie, j'étais assez longtemps responsable du classement des volumes en religion, en éducation, en philosophie, en psychologie. Tout ce qui regardait l'histoire de l'âme m'intéressait. L'humain, finalement. Oui, oui. Alors, on me confiait le classement de toute la classification de ces volumes-là. J'ai été assez longtemps à classifier d'après la classe Dewey, là, qui était le 100, le 200, le 300, qui étaient les volumes d'éducation, de religion et de philosophie. Et voici que, recevant les volumes, les connaissant, je ne pouvais pas faire autrement que d'en faire ma lecture personnelle également. Non, bien sûr. Je me suis beaucoup cultivée à ce moment-là. Donc, élargir mon esprit, oui. mes horizons. Puis ces années-là n'ont pas été des années perdues pour non, vous, pas finalement? Du tout. Non. Parce que vous continuez à vouloir être infirmière, mais il n'y a pas moyen. Voici, oui, j'ai pensé à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir, mais comme je ne pouvais pas avoir de certificat de santé, on me le refusait également pour... alors c'est comme ça, pour passer le temps, j'étais en face de rien, et puis je me sentais capable de faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai demandé à mes parents d'aller étudier encore. Et j'ai pris le cours. Le cours se donnait à cette période-là du côté de l'Université de Montréal. Ah là, il fallait déménager. Oui, l'école de bibliothéconomie était reliée à l'Université de Montréal. Et puis, j'ai fait un cours là, qui... Ça n'a pas été trop difficile de laisser vos sœurs, vos amis, vos parents? Voici les Vous aviez bibliothèques 20 ans, ouvrant. à peu près? Bien, là, j'étais rendue à 25 ans. 25. Oui, oui. Non, il n'y avait pas de question. Le cours s'est donné. L'école de bibliothéconomie est même venue pendant des étés pour donner un cours intensif parce que les bibliothèques ouvraient aux Trois-Rivières, puis ils avaient besoin de personnel. Alors, on avait quantité de professeurs qui voulaient justement se spécialiser. Puis ça valait la peine que l'école se dérange pour venir aux Trois-Rivières donner le cours. Et ce cours-là que vous avez suivi était sur plusieurs années? Moi, je l'ai fait pendant 3 étés. Il y en a d'autres qui l'ont fait par saison régulière. Et d'autres, le cours intensif pouvait se donner également. J'ai des compagnes qui l'ont fait pendant 3 années en prenant des autobus se rendant à Montréal tous les samedis. La saison d'hiver, il fallait y tenir. Oui, il fallait vraiment en avoir envie. Oui. Puis, le contenu de ce cours-là, je suis un peu curieuse. Est-ce que c'était de la littérature, la connaissance des auteurs, le classement? C'était surtout la connaissance du volume, l'histoire des bibliothèques, la méthode, comment classer les volumes, comment faire un catalogue, comment juger un volume. Alors, c'est loin un peu, là, pour vous donner tout le programme je vois complet. l'ensemble. Mais oui, l'achat des volumes. Comment juger un volume? Comment, par exemple, pour former une bibliothèque, quels sont les livres de base qu'on doit mettre dans une bibliothèque? Quels sont les livres de référence qu'il faut avoir pour répondre aux besoins? Là, ça vous prend automatiquement une étude de la clientèle? Oui, beaucoup. Et la connaissance même des maisons d'édition. Et comment se procurer des volumes qui ne sont plus sur le marché. Parce qu'on y arrive? Bien, sûrement. Comment? Il y a des sortes de volumes qui sont épuisés et qu'il faut avoir, qu'il faut connaître. Ça doit être un tour de force. C'est une recherche du responsable des achats. Ça fait partie du système des achats. Et à ce moment-là, dans un voyage qu'on devait faire dans nos librairies du côté de Montréal, également connaître ceux qui vendaient des volumes qui étaient hors de saison dans les librairies. Il fallait rencontrer de ces maisons qui sont spécialisées et qu'on apprend à l'école de bibliothéconomie. Mon Dieu, ça vous propulsait un peu partout. Hein? Oui.
Parce que là, vous avez votre diplôme, puis vous avez immédiatement de l'ouvrage. J'ai immédiatement de l'ouvrage, justement, par le fait que, surtout, c'était la commission scolaire, et mon diplôme de pédagogie, pour eux, était précieux. Alors, ça pouvait servir immédiatement. Oui. Et comme on avait, dans notre pédagogie du temps, beaucoup de psychologie pour aborder l'enfant, alors ça pouvait immédiatement nous aider. Oui. Comment recevoir, accueillir les enfants, comment se comporter devant des enfants même difficiles, mais qui étaient très intelligents et qui nous revenaient assez souvent. Alors, votre premier emploi s'appelait comment? Oui, j'étais bibliothécaire. Bibliothécaire ici à Trois-Rivières. Oui, ici à Trois-Rivières. À la bibliothèque. Avec une demoiselle Godbout, Claire Godbout, qui avait fait l'ouverture de ces bibliothèques. Et ça a progressé lentement. Ça n'a pas pris de temps qu'avec la bibliothèque pour enfants, les adultes ont demandé une bibliothèque publique. Après. Et ça a été le même groupe d'employés qui s'occupait de la bibliothèque publique. Est-ce que les gens ont répondu facilement puis rapidement? Beaucoup, énormément. Et moi, j'ai connu l'époque, quand je suis devenue responsable de la bibliothèque scolaire, d'ouvrir des bibliothèques de quartier. Chose qu'on n'a plus maintenant. Ça veut dire de paroisse en paroisse? Oui, bien oui. Mon Dieu, quand non. on ouvrait dans une nouvelle école, comme par exemple du côté de Saint-Pédis, on avait une très belle bibliothèque à la portée pour les enfants, qui était à part par le fait qu'ils mettaient une porte d'entrée particulière. Les fins de semaine, nos bibliothèques étaient ouvertes, nos bibliothèques de quartier, et nos bibliothèques étaient ouvertes en plein été dans nos écoles. Nos enfants avaient sur place des bibliothèques bien faites. Ces bibliothèques de quartier, les faisiez-vous toutes sur le même patron ou bien tenez-vous compte? Par exemple, Saint-Pédis, c'est une mentalité différente de Saint-François? Non, pas par exemple. Non. Je vais vous donner une réponse de mon patron du temps. Marcel Panton nous disait, est-ce que l'intelligence se place d'après le nom de la rue? Oui, c'est une bonne réponse. Et puis, raison de plus, pour aller porter dans un quartier, parce que nous avions dans le temps des quartiers pauvres. C'était raison de plus d'essayer d'attraper parmi ces gens-là des gens qui étaient intelligents et leur donner dès la jeunesse, la tendre jeunesse, ce que la famille ne pouvait pas donner, que ce soit la société qui essaie de combler ce que les parents ne pouvaient pas donner. Le goût de la lecture en tout c'est premier, justement. oui. Ça, nous avons été plaider nos causes face à l'Hôtel de Ville, face à nos commissaires du temps. Plaider, il y avait besoin de il y avait besoin, parce que pour eux, c'était des sommes d'argent qui ne rapportaient pas. Oui. Ça ne rapportait pas immédiatement. L'éducation, ça ne rapporte jamais sur le coup. Alors, former quelqu'un, payer pour des employés, puis à cette époque-là, dans nos bibliothèques, on avait toujours un professeur spécialisé, en plus une assistante. Ça, c'était dans tous nos quartiers. Par exemple, Sainte-Marguerite, Saint-Philippe, dans Saint-Paul, dans Saint-François-Xavier, puis on en avait une dans Saint-Pédis. Oui, c'était du personnel qualifié. C'était du personnel qualifié et des gens qui s'occupaient véritablement d'essayer de trouver, au travers de ces petits enfants-là qui se présentaient, un enfant qui avait de l'attrait pour la lecture, puis lui aider, puis pour qu'il puisse progresser. Finalement, ça allait bien au-delà de la simple distribution de volumes. Moi, j'ai l'impression que, présentement, on a fait une distribution de volumes. Je ne voudrais pas plaider une cause parce que je suis partie, je suis à ma retraite, mais je peux vous dire qu'au Trois-Rivières, nos bibliothèques, à l'époque, étaient le modèle dans la province. Et de ça, moi, j'en suis fière parce que j'ai collaboré. Mais ce n'était pas moi qui avais l'initiative de ça. Alors, c'est pourquoi je peux m'en vanter de la sorte en disant nos bibliothèques avaient une valeur. La première bibliothèque qui a donné un bibliobus à la région, c'est Trois-Rivières, dans toute la province de Québec.
Ah oui, les bibliobus. Parlons-en, ça existait dans une autre province, je pense. Ça existait du côté de la Colombie-Britannique. Et les modèles qu'on voyait dans nos revues professionnelles ont donné l'idée à M. Panton. Nous autres, on va en former. Et il a ouvert des bibliothèques pour chacun des petits villages qui voulaient bien avoir une bibliothèque. On partait à ce moment-là. Le bibliobus avait été fait par la maison Trottier, qui faisait déjà... De Trois-Rivières? Oui, qui faisait déjà des avions. C'était un centre d'avions que nous avions au Cap de la Madeleine, du côté de ce qu'on peut appeler, disons, dans le haut de Saint-Laurent, si on monte un peu plus haut, du côté de Saint-Odilon, là. À une période pendant la guerre, c'était un champ d'aviation. Ah, tiens. Et après la guerre, la maison Trottier faisait. Il y avait là une manufacture, je n'ose pas trop rentrer dans les détails parce que je ne suis pas trop sûre. Et à cet endroit, ils ont fait un genre d'autobus qui, à l'intérieur, avait le comptoir, les rayons. Et nous partions avec un chauffeur, la bibliothécaire, puis on parcourait les villages tels que ça se fait encore. Mais il y a beaucoup de villages qui ont ouvert et qui paient pour un local, puis qui est organisé pour eux autres mêmes. Mais c'était très spécial, vous deviez être attendu avec... Avec grande joie, hâte, puis ici, on a eu, moi je trouvais un plaisir à essayer d'ouvrir les horizons. Une bibliothèque, ça ouvre les horizons. Mais je pense que ça sur un attire monde aussi, qui n'est pas fermé. C'est pas une distribution de volume, une bibliothèque. Non, puis le contact humain dans tout ça. On appelait dans le temps le directeur de la bibliothèque, avant moi, le conservateur. Ah, ça fait penser à un musée. Un conservateur, ça voulait donc dire qu'il se mettait disponible à des recherches autres que notre époque. Or, présentement, on traite les bibliothèques comme une librairie qu'il faut répondre aux besoins seulement du temps, mais non pas de la richesse du temps passé. L'optique a légèrement changé depuis. C'est regrettable. Oui. C'est regrettable parce que des vrais chercheurs s'en vont aux États-Unis. Nous sommes remplacés par le système informatique. Bien oui. Remarquez qu'ils ont du bon aussi. Bien, ils ont du bon, mais où va notre culture? Mais vous avez été pionnière, vraiment. Vous avez connu l'âge d'or. Oui. Je pense l'âge où la conscience de tout le monde là, était touchée par Justement. la lecture. Quand je suis arrivée du côté du cégep, parce que j'ai fini ma carrière Mais du vous avez côté fait du autre cégep. chose avant. Vous avez été responsable de territoire Oui. aussi. Voici, c'est que, avec la j'inverse? formation à la commission scolaire, avec les ministères qui se sont formés, on recevait des octrois des ministères, à condition que le ministère culturel, ce soit une bibliothèque publique. Oui. Et ils nous ont forcés à nous séparer. Et l'autre, c'était le ministère d'Éducation. Ils ne voulaient pas mêler l'argent qui était perçu par tête d'enfant et par achat de volume, on avait des octrois. Et pour l'administration, c'était plus facile. Ils nous ont séparés. Et voici que j'ai dû sacrifier mon équipe du public, de la bibliothèque publique, pour prendre la responsabilité du scolaire. Et le scolaire, ça a été le chambardement avec la régionalisation. Ah oui. Et j'ai accepté nécessairement, il fallait quelqu'un pour s'occuper de la régionale. Nous partions de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la régionale 04, celle des Vieilles Forges, jusqu'à Masquinongé. C'est très, très étendu comme territoire. Alors, on rencontrait là des pensionnats qui avaient bien fonctionné, comme du côté de Louisville. Sainte-Ursule, les Sœurs de la Providence avaient là un pensionnat, une école qu'on appelait l'école, le nom me manque présentement, c'était les arts qu'ils enseignaient, l'art culinaire, ce genre d'école qui était très spécialisée. Pour jeunes filles? Ben oui, pour jeunes filles, existait à Sainte-Ursule. Ils avaient une école normale, un pensionnat, puis cet institut qui était d'art ménager qu'on appelait. Alors, c'était tout à fait une éducation spéciale qu'ils donnaient. Mais on rencontrait là de
d'excellentes bibliothèques. Ah, j'imagine, Ces communautés-là, oui. comme du côté de Louisville, à Louisville, les frères avaient une école de musique et les sœurs de l'Assomption, qui avaient leur école de musique du côté de Nicolette, également étaient sur la rive nord, du côté de Louisville. Alors, ces pensionnats-là, quand nous arrivions pour nous informer quelle était, on trouvait des belles richesses. Ça devait aller tout seul. Alors, chacune de nos paroisses, comme ça, comme à Yamachiche, c'était la même chose, du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'était les dames de la congrégation qui étaient là. Alors, eux autres mêmes avaient leur service, Alors, il fallait rassembler ça dans des polyvalentes un peu partout. La polyvalente a été désignée à tel endroit, à tel autre, dans un autre. Alors, on a préparé nos bibliothèques de polyvalentes. Et vous aviez Oui, de bons modèles sous la main. on avait un personnel. Ils étaient, je peux dire, à cette période, on a eu le docteur Godin, qui faisait partie. Docteur Godin était un homme qui aimait la culture. D'ailleurs, on a la chance encore de l'avoir. Lui, je peux dire qu'il m'a beaucoup aidé. Quand j'allais rencontrer les commissaires, leur expliquer mes besoins. Ah là, vous étiez Oui, comprise. et on avait le personnel voulu. Quand j'ai quitté en 1970, par le fait qu'il était déjà question de subdiviser, puis on n'avait pas terminé notre travail de régionalisation, qui était déjà question que nos commissions scolaires reprendraient par section, comme ça existe présentement. Trois-Rivières-Ouest, Chavigny devient secondaire et primaire. Or, à cette époque, j'avais comme personnel au-delà de 40 personnes. Maintenant, j'ose pas trop m'en informer parce que ça me fait mal au cœur de voir comment c'est un système, si vous voulez, informatisé, mais qui ont ôté le personnel. Ah oui, c'est une des contraintes de l'époque. Comme si l'enfant était capable de se servir toute seule, ou comme si la personne qui n'a jamais fait de cours est capable d'aller connaître les volumes, comme si elle travaillait là plein temps. Non, j'imagine que ça devient quasiment comme un jeu de loterie à ce moment-là. On prend un titre et puis... Alors, comment l'enfant peut-il faire ses recherches à l'intérieur des encyclopédies? Vous avez vraiment aimé ça, vous entendre parler de la façon... Sûr! Quand l'enfant arrivait, la classe venait faire des recherches, on avait là une personne qui était au courant du programme demandé dans chaque degré, qui accueillait l'enfant, qui savait quelle était sa recherche, pour le guider, pour le conseiller, pour lui aider. Un soutien, finalement. Bien, mais vous devez aimer beaucoup les enfants. J'ai beaucoup aimé mon travail. Fréquenté toute votre beaucoup, vie. Hein? Puis j'ai aimé les adolescents. Mais les adolescents au cégep, par exemple, vous avez travaillé au cégep. C'était tout à fait différent. Responsable de la référence rébarbatif. Oui, voici du système d'achat et des références à un moment donné. Et je peux vous dire que chez les pères franciscains, avaient une bibliothèque à leur collège Saint-Antoine qui datait d'années et il y avait des volumes là d'une richesse incomparable. Ça a été une polémique entre l'université qui ouvrait, qui désirait avoir la bibliothèque du collège, et ceux du collège se disaient, notre bibliothèque a été formée pour un collégial. Oui. Alors, ça a été un tiraillement. De grosses questions, ça a été le collège. Mais il y a certains volumes qui étaient peut-être plus universitaires, qui restaient à l'université. Mais la base même des volumes, et c'était bien fait. Moi, ça a été un plaisir de travailler au cégep. Là, je n'avais plus la responsabilité de la bibliothèque, parce que c'était un franciscain qui l'avait, mais j'entrais dans une bibliothèque bien formée, bien documentée, avec quantité de beaux volumes de références. Sans avoir eu besoin de tout mettre J'ai fini ma place. carrière dans la beauté, si je peux dire. Oui. Et comme vous l'aviez commencé dans les livres. Oui. Mais là, vous finissez votre carrière en quelle année, madame? J'ai fini en 78. Et voici comment il est encore question de déménagement, parce que j'avais fait beaucoup de déménagements dans ma vie.
Et le cégep est après ouvrir son centre de documentation. Moi, j'ai dit, non, je ne termine pas encore avec un déménagement. J'avais fait calculer mon salaire parce qu'il fallait que je prévoie tout de même ma pension. Et je n'avais pas l'âge révolu pour la prendre. Je perdais par le fait que j'avais peur au nombre d'années voulues, également en bibliothéconomie. Mais quand on m'a dit le salaire que je gagnerais, je dis, moi, j'ai pas de responsabilité comme célibataire. Je suis capable de vivre avec ça. Et vous avez choisi la vie. J'ai choisi parce que le patron partait également pour s'en aller dans la pastorale. Et quand il s'absentait, c'était moi qui le remplaçais. Ah. Alors j'ai dit non. Là, il va se faire un décalage avant que le poste soit comblé. Oui. Je pars avant vous. Et puis quand partez-vous, je partis un mois avant lui. C'était très sage, au fond, les responsabilités, oui. je pense. Alors, les postes se sont annoncés. Oui. Oui. Puis là, vous prenez une retraite, votre retraite, relativement jeune. Vous n'avez pas pris un coup de vieux, comme on dit normalement. J'avais le goût, voici. La pratique religieuse devenait déjà un peu ce que nous vivons présentement. Comme une personne croyante était une personne comme retardée, qui était fixée dans les affaires anciennes. Alors moi, je me suis dit, non, c'est vraiment pas évangélique. Parce que dans toute votre carrière professionnelle, votre foi a continué à cheminer. Oui, et j'avais à ce moment-là rencontré. Il faut dire qu'à toute époque, si simplement vous pratiquez, vous vivez dans l'appel évangélique, vous vivez une certaine période, une crise de la foi, puis ça, c'est normal. Alors, j'ai vécu ça, moi, avant le concile, et le concile, pour moi, m'ouvrait de grands horizons. J'avais connu le mouvement charismatique. J'avais connu le mouvement charismatique parce que je faisais partie d'équipes. J'étais toujours avide. J'avais fait mon cours de théologie dès les premières années que Monseigneur Pelletier avait ouvert le grand séminaire pour des laïcs. Là, moi, je m'étais enregistrée comme culture. J'allais demander pour le goût du savoir. C'est ça. Ça m'intéressait. Les choses de Dieu m'ont toujours intéressée, comme j'ai dit au début. Alors, pour moi, c'était normal. Ça s'ouvrait. J'étais très heureuse. Comme femme, nous avons été des équipes, comme femmes, à rentrer au grand séminaire pour aller faire notre théologie. Et entre-temps, nous avons eu des pères carmes qui étaient à Nicolette, des Français, qui faisaient venir à cette période de leurs confrères et des savants qui étaient invités dans nos universités. Très souvent, les Français allaient faire un tour chez les Français. Et nous autres qui allaient chez les pères carmes, on bénéficiait de ces rencontres. Et une fois de plus, c'était une belle culture. Mais voici qu'entre-temps, je vais suivre des cours à l'école de la foi du Père Leuve. À Genève? À Fribourg. À Fribourg. Bon, cette école-là était venue à Matane. L'inviter dans la province, puis ils avaient choisi Matane. Je me suis enregistrée. Et voici qu'à la fin des cours, le Père Jacques Leuve, pose la question. Combien y en a-t-il parmi vous autres qui n'enseignaient pas la Bible et qui sont au cours ici, là, qui sont venus? On s'est trouvé peut-être à peu près une dizaine, parce que la majorité étaient déjà tous des professeurs ou des gens intéressés par des cours de Bible. Et puis, moi, j'ai dit tout ce que j'avais suivi. C'était pour moi. Alors, il nous a dit, vous n'êtes pas inquiet de ça? Savez-vous que la parole de Dieu tombe chez vous sur la pierre? Oh, c'est dur. Le grain est tombé de la parole de Dieu sur une terre pierreuse. Qu'allez-vous faire maintenant? Une interpellation? Parce que la parole de Dieu germe dans la mesure que vous l'annoncez aux autres. Si vous n'êtes pas témoin de la parole de Dieu, ça meurt en vous, ça reste en vous et c'est inutile. Alors on se rassoit de là en se disant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une interpellation, aller plus loin finalement. Et je suis sortie de là en disant, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Et puis il nous disait, vous possédez énormément
et vous étouffez la parole de Dieu en vous. Alors, je suis sortie de là, mais allez donc dire à quelqu'un, moi j'ai le goût d'enseigner, je venais d'abandonner ma carrière. Alors, j'ai annoncé à de mes amis, on fait-tu quelque chose? On se prépare-tu? Mais quoi? Oui, on va préparer le dimanche, s'interpeller les unes les autres. On était 3 ensemble, puis on a joué ça comme un jeu, être fort intéressant, à 3, pendant 1 an. Et puis, ben, ça s'est su. Ça n'a pas été long que l'Office diocésain m'a demandé. Tiens, comme les choses se sont Oui, enchaînées. oui. Et là, j'étais plus sûre par le fait que je ne voulais pas passer comme faisant partie d'un enseignement dans le sous-sol, hein, dans ces sortes d'églises qui sont en marge de l'Église. Ça, Non, j'ai toujours cru ça, craint ça, je devrais dire. Parce que par ce que je lisais dans les revues, je m'apercevais qu'on pouvait s'égarer si on ne restait pas attaché vraiment en Église. Oui, en Église, puis rester en Église. Et c'est ainsi que j'ai commencé à donner des cours de Bible Bon, vous qui avez étaient donné, demandés par l'Office diocésain. vous avez donné des cours de Bible. À quel, pendant plusieurs années? J'ai donné, oh oui, certainement, pendant, peut-être dit pendant une dizaine d'années. Vous avez dû... J'ai progressé avec ces gens-là. Probablement. Oui, ben Vous oui. avez dû revoir votre grand-père. Bien, oui. Bien souvent. Et c'est là que j'ai su comment, dans notre famille, on avait reçu énormément du protestantisme. Le protestantisme n'avait pas les sacrements. Nous autres, comme catholiques, on avait les sacrements. On était attachés à des sacrements. Mais la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'on ne la connaissait pas suffisamment. Et c'était par la Bible œcuménique, dans l'histoire de la Bible œcuménique, quantité à partir d'Israël, à partir des Hébreux qui se sont mis avec nous, et à partir de toutes ces communautés protestantes qui avaient étudié énormément dans la Bible, ont apporté une richesse à nous autres, notre Église, ça s'est mis ensemble. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, Et on les le reconnaît. exégètes, ben oui, Oui. ben oui. Mais vous avez été en quelque sorte pionnière encore, c'était l'après-concile. Peut-être pas pionnière, parce que déjà, à l'Office diocésain, pour eux, c'était très important qu'il y ait des cours qui se donnent à des adultes. Et il s'agissait de faire la propagande, puis les paroisses nous invitaient. Ah, vous alliez de paroisse en paroisse? Bien, ça dépendait oui. des responsables de paroisse. Et puis ces cours se donnaient dans la paroisse elle-même? Oui, mais à domicile également. À domicile? Ah oui, parce que moi, le petit groupe qui s'était agrandi, j'en ai donné longtemps chez moi, et puis également là, dans d'autres endroits aussi. Et puis, c'était fort intéressant. Mais là, vous étiez engagé vraiment à la diffusion de la parole, ce que vous aviez toujours... Oui. Ce qu'on vous avait fortement suggéré, Il m'a fallu je pense. choisir un jour, parce que j'avais travaillé à la Maison de l'Amitié. Puis à la Maison de l'Amitié, je m'étais engagée comme... pas engagée, j'étais bénévole. Mais mon bénévolat consistait à faire la cuisine. Qu'est-ce que la Maison de l'Amitié? La Maison de l'Amitié, qui est devenue maintenant l'Arche de Jean Vanier. C'était un début qu'une Ursuline avait commencé, puis qui m'avait du côté du Cap de la Madeleine. Alors, cette Ursuline était venue à l'école de la foi de Jacques Leuve, et c'est avec elle qu'elle était venue me demander, maintenant que tu es retraitée, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avais dit, j'attends, je suis disponible, je me fais disponible. Alors, j'attendais, et c'est ainsi que je suis allée à la Maison de l'Amitié. C'était pour moi une grande ouverture. Là, je quittais le cégep, là, avec des gens, des adultes, qui prétendaient toujours ne pas avoir besoin de ceux de mon âge. Et là, je rentrais dans une catégorie de jeunes, s'ils avaient besoin de nous, pour tout. Et ça, c'est quelque chose qui réveillait en moi une certaine maternité en face de ces gens-là. Ces petites filles qui avaient tant besoin, au point de vue physique, parce qu'elles étaient handicapées physiques,
Mais il y en avait qui étaient très intelligentes, avec d'autres qui étaient des retardés mentaux. Et puis, vous avez été accueillis. Si on est accueillis. Et c'était un monde pour moi de simplicité, de générosité. Oh, j'ai trouvé là quantité de qualité. Mais entre-temps, c'était les cours qui m'appelaient. Puis un jour, ben là, j'avais un choix à faire. Oui. Est-ce que je donne davantage de cours ou si je reste comme cuisinière? Puis j'ai dû opter pour continuer les cours qui se donnaient. On a toujours un choix à faire à un oui. moment donné. Vous avez travaillé aussi dans Foi et Partage? Foi et Partage faisait partie de la Maison d'amitié. Et puis aujourd'hui, comment vivez-vous votre foi? J'allais dire, le concile est loin, là. Le concile est plus actif que jamais parce que le renouveau qu'il a demandé, le renouveau continue d'exister. Et je continue à donner par le conseil diocésain du mouvement charismatique des sessions d'évangélisation dans les paroisses. Alors, on donne ce que nous appelons des séminaires. Mais il y a un mouvement auquel je suis très attachée, que j'ai connu à l'occasion d'un voyage en Afrique. Et que j'étais allée faire un voyage en Afrique, mais c'était toujours pour moi que je voyageais. Je voyageais jamais pour servir d'autres. Parce que j'ai fait quantité de voyages dans bien des pays. Et là, rendu en Afrique, j'étais allée connaître l'Afrique, mais c'était à l'occasion d'un mouvement eucharistique international, qui était le congrès eucharistique qui avait lieu au Kenya. J'ai connu ça en 1950 Ben oui. et d'autres années. Et quand je suis revenue, j'avais le goût de faire connaître le mouvement eucharistique. Qu'est-ce qui vous avait rejoint là-dedans pour vous donner ce goût? Bien, c'était tout simplement la grâce. ce premier commandement que j'ai découvert. Un seul Dieu, tu adoreras. Puis vous avez dû aller en Afrique pour le découvrir. Il fallait peut-être que j'apprenne l'importance de l'Eucharistie, cette richesse qu'on avait, que les protestants n'ont pas. Non. Les protestants ont cette valeur de la parole de Dieu, mais nous l'avons, là, nous l'avons toujours eue. Mais elle est maintenant dans notre langue. Nous la comprenons mieux. Mais c'est l'Eucharistie que nous avons, cette présence réelle, qui est guérissante de toutes nos blessures dans lesquelles on vit présentement. Puis ce Jésus qui est toujours avec nous, faites ceci Bien en mémoire de moi. C'est ça. Bon, là, vous revenez d'Afrique, puis c'est sûr, vous avez des projets, bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir des idées puis ne pas les mettre en action. Bien, voici, ça fait déjà 8 ans qu'on est allé voir notre évêque pour demander, dès la première année que j'ai eu la responsabilité de ce mouvement ici au diocèse, j'ai été demander à notre évêque s'il y avait possibilité que les femmes exposent le Saint-Sacrement. Les femmes, comme femmes, responsables, avec la dignité, est-ce qu'il ne nous permettrait pas d'exposer le Saint-Sacrement pour permettre aux gens, quand le prêtre n'y est pas, non pas pour prendre la place du prêtre, c'est pas la question, mais pour suppléer à ce manque que la femme pourrait exposer. C'était audacieux un peu? On a été très bien reçus, puis on a eu la permission. Bon. Et depuis ce temps-là, ça existe. Ça existe à Saint-Sacrement? Ça existe dans toutes les paroisses. Dans toutes les paroisses? Tous les prêtres qui veulent s'en servir, la journée de leur absence, qui permettent à leurs laïcs, ça existe. Ah, mais ce sont des choses qu'on ignore. Ben oui. Nous, ben le oui. grand public. Alors, à ce moment-là, l'adoration peut se faire. L'Église s'ouvre. Et par comment je pourrais dire ça, cet appel qu'il y a eu à un congrès charismatique de prêtres à Rome, nous avons des prêtres qui sont allés là et que, à l'intérieur de l'adoration qu'ils ont fait, ils ont eu cet appel du Seigneur d'ouvrir les églises. Mais comment les ouvrir? Sans qu'il y ait profanation, sans qu'il y ait de vol. Et voici que des laïcs leur ont suggéré d'ouvrir avec une clé. Puis c'est ce que Trois-Rivières a pris du côté de Montréal. Alors, sur le plan concret, on va prendre Saint-Sacrement, c'est votre paroisse? C'est ça. À Saint-Sacrement, nous avons cet avantage, et peut-être que d'autres paroisses sont prêtes à l'imiter.
C'est tout simplement, nous avons demandé une clé, de nous en tenir responsable, de ne pas la prêter à n'importe qui. Et la personne qui est prête à aller adorer le Seigneur, même en pleine nuit, peut le faire. Ça veut dire que chaque personne qui s'engage dans ce mouvement d'adoration reçoit sa propre clé. C'est ça. Et C'est puis, ça. Beaucoup de personnes ont-elles répondu à cet appel? Présentement, au bout d'un an, je ne sais pas là, ce mois-ci, mais au bout d'un an, il y avait déjà plus de 200 personnes qui avaient emprunté, loué des clés. Juste pour la paroisse Saint-Sacrement? Seulement pour la paroisse Saint-Sacrement, mais ça nous vient d'un peu partout. Ah oui, peut-être, oui. Oui. Alors, vous, personnellement, vous en faites partie. Y a-t-il à un moment donné des réunions, les personnes qui se rencontrent? Moi, je ne fais pas partie de ce comité, parce que j'en ai déjà pas mal. Mais je peux vous dire qu'il y a progression, puis elles se réunissent de temps en temps pour prendre des décisions favorables, pour améliorer même cette belle petite chapelle que nous avons. Alors, vous êtes heureuse, Marguerite, de votre soif de faire connaître l'Eucharistie? Oui. J'ai toujours été la personne qui n'a pas connu l'ennui, qui n'a pas connu non plus de découragement profond. Dans toutes sortes de circonstances, j'ai des volumes, moi j'ai des amis, puis j'ai des amis pour vrai. Vous avez votre pas seulement foi des amis aussi, silencieux. Oui. J'ai toujours été une personne assez ouverte. Sociable. Alors c'est facile pour moi de... Oui. Alors, je vais vous demander de dire le mot de la fin pour ces personnes qui vous écoutent. Peut-être de vos amis sont-ils devant leur écran? En premier, de fréquenter des bibliothèques. C'est la meilleure façon d'apprendre quelles sont les valeurs de la vie, les grandes valeurs, et d'ouvrir notre esprit. L'autre, c'est pour nous, ceux qui sont chrétiens, de pouvoir se documenter davantage en allant adorer le Seigneur, c'est notre maître. Eh bien, je vous remercie pour ces bons conseils que nous allons nous efforcer de suivre. Puis merci aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, Denise. Et merci. Bonsoir à tous. On se dit à la semaine prochaine. Bonsoir, Denise.